Et on va aller arpenter le territoire pour voir comment on gère la maîtrise foncière de ce territoire. On va voir ça avec Guillemette Roland, qui est la directrice de l'action foncière et des systèmes d'information au Conservatoire du Littoral, et avec Gilles Gall, qui est le directeur général de l'établissement public foncier de Normandie. Il y a un acteur dont on aurait aimé qu'il soit avec nous, mais ce n'était pas possible, qui est la SAFER, qui intervient aussi dans la maîtrise du foncier sur les territoires. Alors, on a vu tout à l'heure, et vous avez dans le document les cartes de la vallée de la Saône, enfin les vues du territoire, pour pouvoir relocaliser le camping, pour pouvoir laisser des zones pour reméandrer la rivière, etc. On ne peut pas faire ça chez le voisin. Il faut le faire chez soi, il faut maîtriser le territoire. Alors, le premier acteur, on a vu, le premier, je ne sais pas s'il y a une hiérarchie, mais en tout cas, il y a le Conservatoire du Littoral. Comment est-ce que le Conservatoire du Littoral opère dans ce genre de dossier, Guillemette ? Alors comment, c'est comme tout acteur du foncier, pour ne pas répéter tout ce qui a été dit, qui était particulièrement riche, et je voulais vous remercier pour la richesse des interventions et des débats. Je vais commencer par une petite provocation, si je puis me permettre, c'est de dire qu'on n'en fera peut-être pas deux des comme ça. C'est d'abord parce qu'il y a une loi aujourd'hui, qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui donne des outils aux communes, ainsi qu'aux établissements publics fonciers. Et on a bien fait en sorte, dans les discussions sur cette loi, de ne pas disperser à nouveau, je dirais, les missions de l'établissement. Le conservatoire, je rappelle, c'est un établissement qui a été créé pour ouvrir le littoral au public lorsqu'il est fermé, le rendre public lorsqu'il est privatisé, protéger les paysages, le patrimoine commun de la nation et la biodiversité qui en fait partie. Et il s'avère que c'est un outil de l'aménagement du littoral. Toutefois, ça n'est pas aujourd'hui l'outil premier de la relocalisation. Donc là, on agit, on l'a vu, et je voulais remercier Madame la directrice de l'Agence de l'eau pour ses premiers mots. Il n'y a pas de secret. Le conservatoire, ce sont des humains d'abord. Et je pense qu'on ne peut pas le nier. Si les relations humaines se défaussent, les projets ne marchent pas. À partir de là, on a ce présupposé. Le deuxième, c'est que le Conservatoire du Littoral, pourquoi il est là ? Parce qu'il y avait une envie, une passion, une écoute de la collectivité et un certain nombre de faits autour du berceau qui ne sont pas que des financeurs, qui sont des institutions. L'Agence de l'eau est une institution, la région est une institution, et l'ensemble des collectivités sont des institutions. Là où il y a une particularité sur ce projet-là, on ne peut que féliciter, je m'associe aux félicitations bien sûr pour ce projet, c'est qu'on est sur ce qu'on va appeler, et qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui, le troisième métier du Conservatoire du Littoral, qui, après la maîtrise foncière et la gestion, est avant tout un acteur de l'animation de territoire. Et là, c'est un exemple. Voilà. Je parlerai après des autres aspects du foncier sur le littoral qui sont des particularités. Mais je rappelle quand même, et je tiens à insister, que le Conservatoire du Littoral achète de la nature, restaure de la nature, pour faire de la nature selon les solutions fondées sur la nature et s'adapte au changement climatique. Et c'est ce qu'il a fait dans la vallée de la Saône. Alors, dans la vallée de la Saône, je vais laisser parler notre collègue de l'EPF. Ah bah oui. Parce que c'est un des points essentiels. Sans ce duo d'opérateurs fonciers, le projet n'aurait pas pu aboutir.
Alors, puisqu'on vous passe le ballon, on a parlé de rugby tout à l'heure, donc puisqu'on vous fait une passe sur un pas, l'établissement public foncier de Normandie intervient dans la vallée de la Seine, intervient notamment fortement, notamment sur la relocalisation du camping de Quiberville. S'il n'y a pas d'intervention de l'établissement public foncier, tout ça est bloqué, c'est ça ? Je vous remercie. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'intervention de l'EPF, tout serait bloqué, mais en tout cas, je crois qu'on a été assez utile, effectivement, pour accompagner M. Bloch et le conservatoire sur ce projet. Alors, peut-être juste 2 mots avant d'expliciter vraiment ce qu'on fait sur ce territoire et comment on l'accompagne. Moi je souhaiterais effectivement préciser combien le foncier devient aujourd'hui une ressource essentielle et qui est présente dans tous les projets d'aménagement de façon beaucoup plus importante qu'il ne l'était par le passé. La problématique de la prise en compte du foncier devient majeure. Si je devais vous donner quelques exemples, vous avez entendu le débat par exemple aujourd'hui sur la réindustrialisation avec l'essentiel pour notre pays, effectivement, de retrouver du foncier pour installer des usines. Mais je pourrais aussi évoquer la problématique du trait de côte qu'on évoque là à travers un projet. J'y reviendrai après. Et les exemples sont légion. Alors là, effectivement, on a eu la chance de pouvoir se rapprocher du conservatoire du littoral. On avait déjà l'habitude de travailler avec lui sur des projets individuels, mais l'EPF a connu une relance très forte au milieu des années 2010. Et à ce moment-là, effectivement, notre conseil d'administration nous a demandé de nous intéresser à tous les territoires et aussi à toutes les dimensions de l'aménagement, donc les risques. Et depuis effectivement la loi climat-résilience, à ces risques a été aussi rajouté l'adaptation au recul du trait de côte, ce qui nous impose effectivement d'être présents sur les 640 km de côte du territoire normand. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même des projets qui sont en train de maturer et qui vont sortir. Il ne faut peut-être pas se désespérer. C'était juste un mot pour le président. Donc là-dessus, en 2016, on a mis en place ce partenariat avec le conservatoire et on a, à travers une convention de réserve foncière, pour pouvoir intervenir sur deux dynamiques. Parce que, et là j'ai juste une petite image, si on peut la présenter du site, c'est qu'en fait, s'intéresser au foncier, c'est à la fois s'intéresser au foncier qui va, à terme, disparaître, avec effectivement le retrait du trait de côte, ou qu'on va renaturer, et puis à celui qu'on a besoin pour relocaliser. Parce qu'il y a des activités qui sont effectivement sur le front de mer, et ces activités-là, il faut leur retrouver une localisation. Alors là, l'EPF est intervenu sur les deux dimensions. Alors la première, pardonnez-moi, juste une parenthèse, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, quel est le métier de base d'un établissement public foncier. Il faut peut-être dire en un mot, parce que c'est un peu particulier ce que vous faites comme métier. Oui, effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par là. Alors, les établissements publics fonciers, il y a deux familles, il y a des établissements publics fonciers de l'État, il y a des établissements publics fonciers locaux. Sur ceux de l'État, il y en a une dizaine en France métropolitaine. Ils couvrent à peu près 70% du territoire. Et notre métier, historiquement, c'était d'acquérir du foncier pour préparer l'aménagement et le porter pendant une certaine période, la période effectivement de maturation du projet. Donc c'est la différence avec le conservatoire du littoral. Le conservatoire acquiert et garde pour toujours. Oui. Et vous acquérez, mais pour procéder. L'établissement public du transitoire. Parce qu'on n'est pas là pour effectivement demeurer toujours. On est là pour accompagner et transformer. Et puis à côté de ces missions de portage qu'on exerce pour le compte des collectivités, alors toujours dans un cadre conventionnel, on ne fait jamais rien pour notre compte propre. On le fait toujours pour le compte effectivement d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités ou de l'État. Et en plus, effectivement, se sont ajoutées des missions d'ingénierie qu'on réalise pour compléter effectivement la préparation du foncier. Alors, on a développé
des compétences en termes de démolition, de dépollution. Ça parle, je pense, à pas mal d'élus qui sont dans la salle. Des compétences en termes d'études aussi, parce que préparer le foncier, c'est aussi, parce qu'on l'a dit, on est sur des démarches qui prennent du temps. On a besoin aussi d'éclairer les territoires sur ce qu'ils vont faire de leur territoire. Par exemple, on a des outils sur les quartiers gares aujourd'hui. On a travaillé avec pas mal de territoires là-dessus. On a aussi des études plus localisées pour aider une collectivité avant qu'elle décide effectivement d'intervenir sur un foncier particulier, pour l'aider à vérifier si effectivement elle a les capacités financières et puis si aussi elle a la capacité de se projeter dans un projet. Bon, on fait beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Parce que sinon, c'est juste pour cadrer un peu. Voilà. Et donc, dans le cadre du portage foncier, on a à la fois cette dimension d'acquisition, on va acquérir pour le compte d'une collectivité, et puis, au-delà de l'acquisition, on va porter pendant une certaine période. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait sur la partie qui est en orange ici, qui est le site du futur camping. Donc concrètement, M. Bloch est venu vous voir en disant j'ai besoin de ces parcelles, est-ce que vous voulez bien les acheter pour moi? Et puis... Enfin, notre travail, c'est à la fois nous dire qu'il a besoin de ces parcelles, mais sur d'autres territoires, on pourrait l'aider à lui dire où est-ce que vous allez vous relocaliser. Parce que là, on évoque ce projet-là, mais on accompagne, par exemple, le projet partenarial d'aménagement entre deux Havres par Coutances, Mer et Bocage. Et là, effectivement, on intervient aussi sur des campings et on aide la collectivité à regarder où sont les fonciers disponibles pour accueillir deux campings qui vont être effectivement, là aussi, alors avec des problématiques de cordon dunaire, attaqués par mais là, à Quiberville, on savait à peu près où on est. Alors là, on savait à peu près, mais bon, là aussi, c'est pareil. On a des élus qui, effectivement, peuvent avoir une vision beaucoup plus permanente de leur territoire. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a regardé avec monsieur le maire et on l'a accompagné pour acquérir l'ensemble de ce foncier. C'est le PFN qui a acquis. Oui, donc on a porté les négociations, qui étaient déjà on était largement aidé là-dessus par le maire. Et effectivement, pendant cette période, on a effectivement porté ce foncier. Et ensuite, une fois qu'on le remet à la collectivité, mais pendant la période de portage, ça permet à la collectivité de réaliser les études, de ne pas payer de frais financiers, parce que on est dans une période aujourd'hui, hier, on est dans une période qui était très favorable, demain on le sera beaucoup moins. Donc on va d'ailleurs, c'est pour nous une inquiétude parce qu'on va devenir encore plus pertinent pour les collectivités, parce qu'aujourd'hui, ce portage, les 5 premières années, on le fait gracieusement. Donc si vous voulez, c'est avec des taux dont j'entendais hier qui peuvent monter à 5, ça va devenir extrêmement sensible pour les collectivités. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on a aussi, comme je vous l'ai dit, développé de l'ingénierie grâce à la convention qui nous unit avec la région. Alors c'est une autre manière aussi de travailler avec la région. On ne la cite pas souvent parce que la région, elle finance, mais on est l'opérateur, on est ceux qui exercent la maîtrise d'ouvrage, donc elle l'oublie parfois un petit peu, mais en même temps c'est très très utile pour les collectivités. Donc sur la partie qui est le camping existant, on est en train de lancer une étude de maîtrise d'œuvre on a recruté une maîtrise d'œuvre, je veux dire plutôt pour lancer une étude qui visera à renaturer et à recycler effectivement ce terrain. Pardonnez-moi, parce que là on parle du foncier, donc cette parcelle-là du camping actuel, oui. Elle appartient à la commune. Aujourd'hui, elle appartient à la commune. On va l'acheter. Vous allez l'acheter. Bien sûr. La remettre. La renaturer. On va la renaturer. Alors pour l'instant, on va déjà faire l'étude de renaturation. Ensuite, on a une convention là avec le futur preneur, qui est le conservatoire, puisque effectivement, donc bien sûr, on travaille avec le conservatoire, on travaille avec tous les partenaires aussi pour que le projet qu'on propose soit bien sûr effectivement en termes de qualité autour de la biodiversité, autour des problématiques qui ont été évoquées ce matin par tous ceux qui m'ont précédé. On s'interroge aussi, par exemple, sur qu'est-ce qu'on va faire des bungalows qui sont pas déplaçables. Par exemple, comment on va peut-être trouver une filière pour les recycler en termes d'économie circulaire, parce que ça fait aussi partie des problématiques qu'on doit avoir aujourd'hui, mais on verra après comment les choses se font. Et derrière, effectivement, on réalisera les travaux, on le fera effectivement dans le cadre
du fonds friche. Après l'étude, il y aura effectivement... Alors, le fonds friche, il faut peut-être... Alors le fonds friche, parce qu'on entend souvent parler d'un fonds friche national qui est devenu maintenant le fonds vert, qui est porté par l'État. Là, quand j'évoque le fonds friche, c'est la convention avec la région qui nous conduit à financer des projets qu'on réalise en maîtrise d'ouvrage. Et donc des études et des projets comme ceux que je viens de préciser. Donc le fonds friche, c'est pas une tirelire qui existe quelque part dans laquelle on va chercher de l'argent. Alors il y a de l'argent dedans parce qu'il y a 100 millions. Excusez-moi, je pose des questions, un peu de bonnet, mais excusez-moi. C'est histoire que tout le monde sur comprenne. 5 ans. Il y a 100 millions sur 5 ans. C'est quand même. Il y a quand même un petit peu d'argent. Pour vous donner une... on a aujourd'hui, parce que je regardais ça récemment, on a plus de 200 projets en cours sur le territoire normand, entre des études et des interventions en travaux. Et donc là, on va ensuite... nos instances délibératives vont effectivement avancer sur ce projet-là. On va définir le projet, et puis ensuite, il y aura une enveloppe qui sera mise en place pour permettre effectivement la réalisation de ce projet. Donc ce projet de renaturation de cette parcelle-là du camping actuel, bientôt ancien camping, donc vous allez le renaturer, et ça, c'est sur des fonds qui sont les vôtres. Fonds qui sont, comme je l'ai dit, dans le cadre de la convention, partagés par la région et par l'EPF et par le bénéficiaire. Et c'est là où il va falloir qu'on voit comment on le fait, qui est le Conservatoire du littoral, parce que la convention, elle nous unit là aujourd'hui avec le Conservatoire. On a une convention tripartite, collectivité, Conservatoire du littoral. Parce qu'avec la région, la convention, c'est une convention cadre qui est au-dessus et qui bien sûr, encadre le tout. Ok, donc là, vous allez renaturer cette parcelle avec le financement que vous venez de décrire. Et ensuite, quand la parcelle sera entre guillemets propre, vous allez la céder au Conservatoire du littoral, qui va l'acquérir et en faire une propriété inaliénable. Qui va l'acquérir. Ce qui est intéressant, c'est la première diapo. Pardon, la première diapo montre bien ce qu'est l'intérêt de... Il y a des tas d'outils. On est dans un atelier de bricoleurs quand on utilise les politiques de l'État. Et en l'occurrence, nous sommes des outils. Là, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, chacun a son utilité à chaque phase. À ceci près que c'était selon les règles antérieures. Je dis aujourd'hui qu'avec la loi climat et résilience, ce serait complètement différent. Même si on est toujours à la recherche de fonds et qu'on ne sait pas ce que va apporter l'État, etc. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on voit bien, je rappelle quand même que le littoral, c'était pas du tout un espace qui était occupé, urbanisé, il y a quelques dizaines d'années, allez, on va dire une petite centaine d'années, l'homme est devenu fou en construisant et en aménageant le littoral qui auparavant faisait peur à tout le monde, et à juste raison. C'était pas le changement climatique qui faisait peur, c'est qu'il y avait déjà des phénomènes météo et géomorphologiques qui ne rendaient pas ces territoires attractifs. D'un point de vue économique, c'était assez limité, il n'y avait que des pauvres. Donc, et un peu de sel qui nourrissait quelques abbayes, puis ensuite d'autres propriétaires. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va, suite aux travaux menés par l'EPF en liaison avec la grosse volonté locale et de la commune, c'est qu'on va redonner un paysage naturel à cet espace. Et l'intérêt aussi de la maîtrise foncière par l'établissement Conservatoire du littoral, c'est que la différence, ou en tout cas la frontière qui peut exister entre l'espace qui est le domaine public, maritime souvent, et les espaces privatisés, usés par des usagers économiques ou non, mais qui est aujourd'hui alloti, le territoire littoral est alloti. Le conservatoire a cette particularité, c'est qu'en ne pouvant pas vendre derrière, il rend cet espace quasiment lié au domaine public maritime et lui rend sa liberté d'action. Et sa liberté d'action, c'est sa liberté liée aux lois de la nature. Ce qu'évoquait Stéphane Costa, c'est que
on est quand même dans une réalité, et quelqu'un l'évoquait également ce matin, c'est que l'urbanisation est toute proche. C'est la particularité de ce secteur aussi. Donc on est dans une première étape qui est énorme, qui va être pleine d'enseignements, qui va être pas une des premières, mais quand même, c'est assez exceptionnel en France. Mais il va falloir déjà penser à demain, malheureusement. C'est l'intérêt de cette mécanique qui est mise en place, c'est qu'on a un outil performant, des outils performants, et qui disposent des capacités d'aller chercher des financements que sont les EPF, sur la volonté des collectivités, et le conservatoire assure une espèce de pérennité. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, on devra encore réfléchir au futur après cela. Je ne voudrais pas plomber l'après-midi, mais c'est quand même une réalité. La question de l'investissement, des investissements, je pense qu'aussi il faut revenir un peu là-dessus. On dit qu'on investit dans le futur. Qui dit investissement dit amortissement. La particularité aussi de la maîtrise foncière par le conservatoire, c'est qu'on amortit administrativement et budgétairement parce qu'on est une administration. Mais on ne devrait pas le faire parce que quelque part derrière, l'amortissement, il n'est pas sur les investissements. L'investissement, il est pour le futur. C'est quasiment philosophique. Donc on est sur un positionnement où on arrête les choses, mais où on les remet en l'état où elles étaient auparavant. Et c'est ça aussi, ce culot que vous avez eu d'accepter politiquement ça, parce que ça n'est pas simple. Alors, on a vu une modalité là, deux modalités. Sur une première parcelle, le PFN achète pour le compte de la commune et rétrocède, ou cède ensuite, pas rétrocède, cède à la commune, une fois que le camping est construit, etc. Donc là, vous portez... Avant... Un permis de construire ou un permis d'aménager, il faut être propriétaire. Ah oui, et donc il a fallu payer un peu... J'aurais bien encore attendu 1 an ou 2, mais surtout auto qu'était l'argent, ça allait bien. Mais c'est ça. Donc là, vous avez porté cette parcelle pendant combien de temps ? Ça dépend parce qu'on l'a acheté par morceaux et donc du coup, effectivement, mais on va dire entre 3 et 5 ans. On ne va pas être sur... Ok, donc ça c'est une modalité. Autre modalité, sur la parcelle du camping ancien ou actuel, vous allez l'acheter, oui. Vous allez la conserver combien de temps ? Ça va dépendre effectivement le temps de faire les travaux et ensuite on verra comment on peut faire les choses. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce que vous avez une durée maximale ? Pour qu'il fasse les travaux que j'ai vu. Pour qu'il puisse faire des travaux, il faut que je signe la vente. Non, c'est ça. Normalement, c'est ça. Parce que vous me l'avez fait pour que je construise. Donc, normalement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en termes de responsabilité, aller faire des travaux sur sol d'autrui, c'est pas véritablement quelque chose qui est réglementairement possible. Donc, on peut faire toutes les études en amont qu'on le souhaite. Encore qu'il faut s'assurer que les usages sont cohérents avec les études que vous faites. Je parle en particulier sur les sols pollués, mais là c'est pas directement le sujet. Mais on peut y être confronté dans d'autres dossiers. Mais ensuite, effectivement, on achète le bien et on va le porter pendant la période effectivement d'intervention. Alors, après, est-ce qu'il y a une durée maximale ? On a alors la durée maximale à l'EPF. Je pense que on a un dossier. On a un dossier qui est. Je peux bien en parler si vous voulez. Vous devez effectivement. On peut parler de choses qui sont un peu mais je crois qu'on est arrivé à 17 ans sur un projet, mais un projet urbain très complexe, parce que là, ça vous paraît compliqué, mais quand vous êtes sur un foncier où vous avez des dizaines de propriétaires, que vous voulez reconstituer effectivement une enveloppe foncière cohérente, que derrière, que parmi ces fonciers, vous avez des biens sans mètres, vous avez des biens qui sont pas, où effectivement on n'a pas réglé les questions d'héritage depuis plusieurs fois. Donc autour de tout ça, on a besoin effectivement d'avoir, ça fait partie des compétences techniques de l'EPF, mais sur des sujets comme ça, on a effectivement besoin de longue durée.
globalement, effectivement, notre durée moyenne de portage, elle est plutôt autour de 5-6 ans. Et alors, il y a une troisième modalité, c'est que le conservatoire achète en direct. On a parlé ce matin, achète directement des territoires, des parcelles. C'est effectivement un peu son métier. C'est un peu son métier d'origine. Voilà. Et alors là, comment ça se passe? On a évoqué ce matin des notions de périmètre d'intervention, etc. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça serait peut-être rendre ça plus clair. Pour ceux qui ne connaissent pas effectivement la manière de faire, les périmètres d'intervention que l'établissement établit font l'objet en préalable d'une énorme concertation et d'une approbation même par un conseil municipal. C'est-à-dire que c'est un avis quasi conforme. Le périmètre d'intervention, c'est les zones dans la commune où dans un territoire. Ça peut être intercommunal. Où le conservatoire dit « je suis intéressé pour acheter ». À partir de l'instant où le conseil d'administration dit oui, après que le conseil de rivage ait dit oui, le conservatoire est en mesure au quotidien de négocier et d'acheter. Mais avant que le conseil d'administration et le conseil de rivage aient dit oui, le conseil municipal, lui, a dit oui, c'est ça? C'est le préalable obligatoire. Et c'est quelque chose, malgré les évolutions administratives aujourd'hui, que nous maintenons. C'est très très important. Il y a un point que je voulais également souligner par rapport à ces évocations de maîtrise foncière. Le conservatoire de littoral ne fait pas de réserve foncière. Comme je le disais, ça devient patrimonial. Ça devient un patrimoine de la nation. L'établissement est un établissement national qui agit pour le compte de l'État, mais en liaison avec les collectivités. Quand je dis ça n'est pas une réserve foncière, c'est que, pour répondre un petit peu à ta question, on ne va pas acheter en direct des espaces qui vont devoir être aménagés dans le meilleur des cas. On le fait au quotidien, dans des cas où il n'y a pas d'autres acteurs. Mais le conservatoire du littoral, il est là pour faire de la nature, des espaces d'accueil du public, je le répète et je le répète, et des espaces où la nature fonctionne. On n'est pas là pour faire des parkings exclusivement, on n'est pas là pour faire des pistes cyclables exclusivement. S'il n'y a pas le choix, si c'est nécessaire au bon accueil du site, on le fait. Et je dirais même que dans certains territoires, et Alain Brondeau pourrait vous en parler, en particulier en Outre-mer, en Guadeloupe, on est là pour faire le ménage. C'est-à-dire qu'on s'est fait affecter des espaces de mangroves qui étaient particulièrement pollués, dégradés, occupés par des hôtels, garages et autres occupations illégales, totalement illégales. Aujourd'hui, on remet en nature parce que le conservatoire était l'outil qui pouvait se faire affecter ces espaces déjà de l'État. Mais ça n'est exclusivement que pour en faire de la nature. Je le répète. Alors, il y a un troisième acteur qui n'est pas là, mais dont le rôle est important aussi, c'est la SAFER. Comment est-ce que ces trois niveaux s'imbriquent? Comment est-ce que vous êtes en concurrence avec la SAFER pour acquérir les... non? Pour poser la question comme ça. Non, pas du tout. Enfin, on n'est pas du tout en concurrence. Enfin, en tout cas, on ne se considère pas du tout en concurrence avec la SAFER. D'abord, la SAFER intervient principalement effectivement sur des terres agricoles exploitées. Mais vous aussi. Donc nous très rarement. Enfin nous on le fait effectivement parce que derrière il y a un projet d'aménagement qui est accepté parce que sinon ou alors pour une destination de renaturation. Mais sinon effectivement on va parce que alors on travaille beaucoup avec eux plutôt justement pour permettre de la compensation quand aujourd'hui on consomme du foncier agricole et qu'il est nécessaire effectivement de trouver des fonciers pour compenser une intervention sur le développement d'une nouvelle zone aménagée. Mais on n'est pas du tout en concurrence parce que, a priori, leur métier n'est pas du tout le nôtre. Eux, ils achètent effectivement pour conserver, pour maintenir l'agriculture. Pour conserver des activités agricoles. Pour conserver des activités agricoles, pour permettre effectivement de retrouver des
des exploitations de taille suffisante, etc. Alors que nous, on n'est pas dans nos interventions. Alors même si là, c'est pas complètement le cas, mais l'EPF intervient à peu près aujourd'hui, c'est 95% de ses acquisitions en montant, en tout cas, c'est sur l'urbain. C'est sur l'urbain, enfin, non pas l'urbain au sens les grandes métropoles, parce qu'on intervient beaucoup sur les villes moyennes, y compris même les villages, mais on est dans des zones effectivement qui sont déjà aménagées, où il y a effectivement déjà une activité ou du logement ou une activité économique. Alors quand il y a une intervention, pour bien comprendre un peu comment tout ça s'articule, admettons qu'il y ait un terrain littoral sur lequel il y a un projet et qui soit un terrain agricole. Comment ça se passe pour l'acquérir? Est-ce que vous réunissez tous les trois, la SAFER, le PFN, le Conservatoire du Littoral, vous dites c'est toi, c'est toi qui y vas, c'est moi qui y vais, ça c'est pas chez moi. Comment ça se passe? On travaille vraiment dans les territoires où il y a des périmètres d'intervention de l'établissement Conservatoire du Littoral. On travaille en liaison nécessairement avec la SAFER, notamment dans les régions agricoles. On a des conventions et des accords techniques et politiques très importants. Là où on n'a pas de difficultés, on en a, faut être honnête, ça ne passe pas toujours. Il y a des fois ça grésille un peu sur les lignes. Mais je dirais que c'est anecdotique. L'intérêt et l'objectif des SAFER aujourd'hui, on l'a bien vu et ça a été répété lors du Salon de l'agriculture cette année, c'est de maintenir des activités agricoles qui soient structurantes pour les territoires, en particulier sur le littoral, de faire du bio, c'est l'objectif du Conservatoire du Littoral, en tout cas de le développer, et de faire en sorte que l'agriculture sur les espaces naturels soit à la fois un outil économique pour les territoires et à la fois un outil de gestion et de préservation des espaces naturels. Et ça marche fondamentalement pas mal, puisqu'on a des très vastes territoires où aujourd'hui on est parvenu à mettre en place des projets communs tout à fait intelligents. Après, je vous dis, la tension du foncier sur le littoral est telle que de toute façon, il peut y avoir que concurrence dans certains secteurs. C'est une évidence. Merci. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Alors justement, j'allais proposer qu'on passe à la session des questions, des interventions. Oui. Merci de poser la première question. Tous les deux, et la SAFER n'est pas là, c'est une question par rapport, je reviens à mon problème de ce matin, la cinétique du recul du trait de côte, où on va devoir extrapoler pour la relocalisation, camping, j'ai dire village aussi, puisque je suis concerné par les deux. Demain, nous sommes en révision de PLUI. Nous avons bien sûr le ZAN, zéro artificialisation littérale qui vient, la loi littorale aussi qui s'impose. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut faire, de la réserve foncière? Je m'adresse à la SAFER, puisque je vais automatiquement, impacter des zones qui sont en zone agricole, peut-être, je ne vais pas essayer, mais en gros NL chez moi, puisque c'est un PLU. Est-ce que ça va être la SAFER? Est-ce que je vais me diriger vers le PF? Et bien sûr aussi, j'ai le Conservatoire du Littoral, mais j'ai bien compris que vous viendriez après les autres. Est-ce que j'ai été assez clair? Je ne sais pas. Monsieur Gaël. Oui, vous avez été assez clair. Alors, vous savez, il y a déjà un point qui est important, c'est que la Première ministre avait annoncé effectivement une évolution des décrets relatifs à la sobriété foncière sur la prise en compte éventuelle, suite à des attentes formulées par les élus du littoral, et sur les évolutions de prise en compte justement des terrains liés pour la relocalisation. Et pour l'instant, effectivement, ça n'a pas été arbitré et on attend les évolutions qui seront peut-être apportées dans ce cadre-là. Ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, en tout cas dans l'accompagnement qu'on peut avoir des collectivités, c'est qu'il est essentiel, mais ça a été dit par de nombreux intervenants avant moi, c'est qu'il est essentiel de construire un projet, quoi. Parce que vous ne parviendrez pas, le document d'urbanisme, il va certes, il va être la traduction, mais avant toute chose, il faut quand même s'interroger sur le projet que vous allez pouvoir réaliser sur votre territoire. Et alors,
on est en train, là aussi, de regarder, parce que dans les démarches qu'on conduit, on a d'autres, on est plutôt sur ces thématiques-là, encore dans des démarches pilotes, parce qu'elles sont, même si on en a sur l'ensemble du littoral, on n'a pas encore une expertise très, très développée et multiple. Mais néanmoins, on voit bien que de l'expertise qu'on tire sur d'autres territoires, il y a quand même un premier travail qui consiste effectivement à mieux connaître effectivement le foncier de votre collectivité, quoi. Au regard effectivement de ces possibilités de développement, et ensuite, bon, on verra ce que vous permet ou pas la loi, enfin le dispositif de sobriété foncière, au regard de ce qui va être inscrit dans le SRADET, parce que tout ça est encore en train de se mettre en œuvre, mais ça ne vous exonérera pas dans tous les cas d'une démarche de réflexion sur le projet à réaliser pour votre commune. Et là-dessus, enfin, c'est pas une offre je peux vous faire une offre de service en direct, mais si effectivement c'est un sujet sur lequel vous voulez travailler, le PF est tout à fait ouvert. On s'est rapproché déjà des 16 communes qui ont accepté d'entrer dans le décret de la loi climat et résilience et qui va conduire ces communes à effectivement s'engager dans un certain nombre de démarches comme la cartographie et puis derrière effectivement une information plus renforcée vers lors des mutations et puis lors de la location, mais aussi la possibilité de mettre en place des outils spécifiques liés en termes d'utilité publique. Mais même si vous n'y êtes pas dans tous les cas, parce que je n'ai pas forcément en tête le nom des 16 communes, mais on est tout à fait prêts, nous, à travailler avec vous pour vous aider à réimaginer un projet à l'échelle de votre commune parce qu'il faudra partir des besoins, regarder ce que disent les études d'évolution du climat, et à partir de là, repérer quels sont les sites qui pourraient, le cas échéant, être ouverts à une relocalisation. Alors, dans le cadre des PPA, mais c'est des projets partenariaux d'aménagement, la loi ouvre une petite possibilité, mais on ne sait pas encore justement en termes de jurisprudence comment elle se mettra en place, sur la possibilité à la marge effectivement de revoir des contraintes de la loi littorale. Donc tout ça, mais ça renvoie après à ce que disaient les élus, c'est que c'est des choses qui prennent du temps. Elles prennent du temps à la fois sur la définition du projet et puis, on ne l'a pas dit, mais sur l'acceptabilité de la démarche. Parce que une des difficultés premières dans tous ces projets, on l'a dit ce matin, il y a certes effectivement le temps technique pour le faire, mais il y a aussi la capacité et l'effort de pédagogie et d'explication, de lever des doutes, à la fois vers les corps intermédiaires, mais aussi après vers nos concitoyens. Parce qu'il y a toujours de très, très grandes inquiétudes sur qu'est-ce qui va devenir effectivement de ma maison si elle est impactée, de mon foncier, de mon bien. Donc quand on engage des démarches de ce type-là, il est aussi important de le faire dans ce cadre. Je crois que je vous ai coupé le micro, mais c'était par mégarde. Est-ce que la réponse oui, alors peut-être on va compléter la réponse et puis je vous vois perplexe quand même. Moi, je suis totalement Monsieur Le Gall disant que de toute façon un PLUI ou un PLU c'est un projet de territoire. Ou alors je me trompe. Mais j'en ai vu pas mal et normalement quand c'est un vrai projet de territoire ça marche pas mal. C'est l'idéal, voilà. L'avantage d'avoir plusieurs acteurs avec des objectifs ciblés, que ce soit le PF, que ce soit la SAFER ou le Conservatoire du littoral, il faut bien avoir en tête que ce sont des outils avec des objectifs différents, même si la finalité, quelque part, c'est qu'on parle de foncier. Juste une petite suggestion, c'est que, comme je disais, le Conservatoire du littoral n'est pas là pour faire de la réserve foncière. J'insiste lourdement. En revanche, les espaces naturels, agricoles et forestiers, peuvent être des outils de développement des territoires. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Est-ce que vous avez eu la réponse à votre question ? Partiellement, je dirais. Partiellement, non, parce que je suis d'accord avec vous, le PLUI, la carte est identifiée, on sait le nombre d'hectares, le nombre d'habitations, etc. Le PLUI, d'accord. Mais là, ce que je parle, c'est
la délocalisation qu'on va faire, qui ne rentre pas en compte aujourd'hui dans le PLUI. Nous avons voté au Conseil d'agglomération, ça y est, l'étude qui va être faite sur les 9 communes, enfin les 4 communes exactement du Cotentin, les 9 de la Manche. Je veux dire, nous allons partir sur cette étude, mais le PLUI est une chose, mais là, ce que l'État nous a promis aussi, c'est de dire non, vous inquiétez pas, on vous mettra en compensation. Je veux dire, mais on a nos zones qui sont déjà identifiées, les zones agricoles, les zones littorales, etc., etc. Demain, il faudra retravailler sur ce sujet. Encore une fois, après le PLUI, c'est pour ça que je voulais savoir, je veux dire, quelle ficelle je dois tirer en premier, enfin, excusez-moi de dire le ficelle, je vais dire, mais est-ce que c'est plus judicieux que ça soit la SAFER, est-ce que c'est plus judicieux que ça soit le PF, et oui, le Conservatoire du littoral, je travaille assez avec, je veux dire, des personnes du Conservatoire littoral pour savoir comment ça marche, puisque j'ai pratiquement, je veux dire, 60%, je veux dire, de mon territoire qui est couvert par, je veux dire, par des acquisitions du Conservatoire littoral. Donc, et tant mieux, et j'en suis ravie, et je travaille vraiment très bien avec le Conservatoire et avec le CIMEL. Merci. Il y avait une intervention, monsieur. Oui, Jean-Pierre Giraud, j'interviendrai toujours au nom du Césaire, mais aussi signaler que je suis membre du conseil d'administration de l'EPFN. Effectivement, il faut qu'on évoque que c'est le zéro artificialisation nette, puisque dans la loi climat et résilience, c'est bien une obligation qu'on a de diviser par 2 d'ici 2030 notre consommation foncière, et d'autre part d'arriver à zéro d'artificialisation nette en 2050. J'attire quand même l'attention, c'est que 3 éléments. Premièrement, il faut quand même savoir que le SRADET qui va être défini, tous les PLUI, tous les SCOT devront se mettre en conformité avec le SRADET. Ça, c'est une règle absolue, puisque c'est une hiérarchie des documents d'urbanisme. Pardon, je vais poser une question bête, mais tout le monde est à l'aise avec SRADET, PLUI, etc., etc., ou est-ce qu'il est nécessaire qu'on développe au moins les sigles? Alors, le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement du développement durable du territoire, qui donne les grandes orientations d'aménagement du territoire avec une vision très précise, non pas parcelle par parcelle, puisque ça c'est le PLUI, mais vraiment dans les grands axes. Après, donc le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est peut-être plus facile de le dire comme ça, notamment pour la traduction en anglais, parce que traduire SRADET en anglais. Et puis d'autre part, il y a les SCOT qui... Alors, il faut savoir que toute la Normandie n'est pas recouverte par des schémas de cohérence territoriale, puisqu'il y a des trous dans la raquette. Et voilà. Et les SCOT sont au sud du PLUI, mais en dessous du SRADET. Pardonnez-nous, voilà. c'est très gaulois, ça. Hein, ça n'appartient qu'à nous, il n'y a que chez nous que c'est comme ça. Et si je puis me permettre, dans la Manche, il y a aussi une chose, c'est que vous avez la charte du parc, et il faut savoir que le SCOT doit être en cohérence avec la charte du parc, puisque vous avez un parc naturel régional. Hein, si mes souvenirs sont bons pour votre commune. Pardonnez-moi cette digression. Ah, d'accord. Pardonnez-moi cette digression voilà. pédagogique. Non, mais je pense que c'est important de remettre cela. Bon, pour votre information, je suis un ancien président de parc, et comme on travaillait fortement sur les SCOT, les PLUI, etc., pour moi, c'était du travail presque quotidien. C'est votre deuxième langue. Sur lequel je veux insister, c'est qu'on voit bien que toutes les relocalisations vont consommer du foncier et que ça va être comptabilisé dans les surfaces artificialisées. Donc on voit bien que sur cette problématique-là, si on ne mutualise pas une partie, on risque d'avoir de grandes difficultés sur certains territoires. Quand vous dites mutualiser, c'est mutualiser avec qui? Avec l'arrière littoral, c'est de mutualiser sur l'ensemble de la Normandie, de comprendre que les zones fortement inondables, où on sera obligé de délocaliser de l'activité, ou les zones qui sont sous l'effet de l'érosion du littoral, il faudra bien le prendre en compte et prendre un petit peu sur les autres pour leur donner de l'air. Autrement, vous avez des endroits, moi j'ai regardé certains cas, simplement de la délocalisation consomme 99,8% des zones artificialisées. De ce que le ZAN permet. Voilà. Et donc là, il y a un vrai problème. Deuxième problème que je voudrais soulever, et là, la loi, pour l'instant, elle est celle-là, c'est que le retour à la nature que vous fêtes sur Quiberville, au niveau du camping,
Le problème, c'est que ça sera pris en compte qu'à partir de 2031. Donc là aussi, c'est une difficulté que la loi nous crée, parce que ça permettrait d'avoir un petit peu d'espace à artificialiser, parce qu'on a compensé sur des zones naturelles. Et pourquoi attendre 2031 alors qu'on pourrait le prendre en compte dès maintenant? Et ça, c'est aussi une difficulté de la loi. C'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Et vous en aviez annoncé une troisième? Vous aviez annoncé 3 points. Et la dernière chose laquelle je voulais souligner, c'est qu'on voit bien que dans les zones fortement urbanisées le long du littoral, vous voyez le nombre de maisons qui peuvent être impactées et le nombre de gens qui vont rechercher des terrains. Donc, c'est pas si simple. Dernière chose que je voulais quand même signaler par rapport à l'EPFN, c'est que dans le travail que fait l'EPFN, y compris sur des terrains pollués, etc., il y a des projets fortement intéressants de phytoremédiation, etc., là aussi des solutions fondées sur la nature. Et je voudrais remercier l'équipe de l'EPFN et son directeur général, puisque c'est des choses qui ont été évoquées et prises en compte concrètement sur le terrain. Merci. Sur ce point, alors, une autre intervention. La personne de ce matin, c'est vous, la personne de ce matin, monsieur, je crois? Non? C'est pas vous? Si? Mais c'était pas sur le foncier? Non, c'était pas sur le foncier, c'était sur le financement. C'était sur le financement, oui. C'était sur l'accompagnement de l'Union européenne, donc c'était le sujet. Ok. Donc quand même, sur ce point que vous venez d'évoquer, une réponse, Guillemette, et puis... Une réponse qui n'en est pas une, c'est une observation. La loi climat et résilience est d'une complexité réelle. Elle fait des calculs arithmétiques qui sont un peu complexes à comprendre. Et juste pour votre information, elle est en train d'être un peu déboulonnée en ce moment, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, toutefois, sur les questions de relocalisation, ce manque qu'il y a dans la loi, on pourrait y réfléchir ensemble dans les territoires. Vous pourriez y réfléchir. C'est d'abord de se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de relocaliser des activités. À partir de l'instant où on les enlève d'un territoire parce qu'il est soumis à risque, est-ce qu'on a besoin de le remettre sur le territoire communal, sur le territoire littoral? Est-ce que c'est une activité essentielle? Je n'ose pas le faire, mais un jour on le fera, c'est de donner les surfaces artificialisées de friches économiques, industrielles sur les territoires et notamment les communes littorales qui ne posent absolument pas de problème pour aller y relocaliser des activités. Après, je comprends tout à fait votre problème. S'il y a un camping en bord de mer, l'exemple de Quiberville en est un, on a un peu de mal à se dire qu'on va le mettre à 1 kilomètre derrière. Si on a un restaurant vue sur mer où on voit le coucher du soleil ou le lever du soleil et qu'on dit on va aller le remettre à 500 mètres derrière un petit bois, c'est un peu plus compliqué. Je l'entends bien. Mais réfléchissons d'abord à la nécessité de maintenir ces activités qu'on est obligé de non pas relocaliser véritablement, mais supprimer parce que de toute façon, elles sont en danger. Voilà. Merci Guillemette. Alors on va se donner une vingtaine de minutes pour... Ah, pardon, il y a... Oui, pardon. Oui, Sébastien Levasseur, Chambre d'agriculture. Juste une petite remarque rapide. Je me réjouis de la dernière intervention qui est une question à se poser. Alors, dans la mesure du tourisme, c'est peut-être un peu compliqué d'aller relocaliser un peu plus loin. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette thématique sur le foncier. J'ai entendu le PFN dire que ça devenait un enjeu majeur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la sobriété foncière est une des priorités de l'État. On a besoin nous, en tant qu'agriculteurs et producteurs, on a quand même besoin de tous les espaces, de perdre le moins d'espace possible et de tous les espaces pour produire des biens alimentaires et non alimentaires. Et je trouve que dans les présentations, il y a une slide qui est assez intéressante sur la relocalisation. Par contre, ce qui a été oublié quand même, c'est qu'on a relocalisé une activité économique qui allait devenir en péril, qui était menacée à terme. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a supprimé une activité économique sur les 6 hectares où il y avait un agriculteur et 6 hectares. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est là où l'importance, la différence peut-être entre l'EPF et la SAFER,
Je suis représentant SAFER aussi. Je n'ai pas de mandat aujourd'hui, mais je suis représentant SAFER. Je siège à la SAFER depuis quelques années. Mais c'est vrai que la SAFER, dans ce cas-là, elle peut compenser les agriculteurs en place pour permettre de maintenir leur potentiel économique sur leur activité, sur leur exploitation, leur entreprise. Par contre, ça n'empêche qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question sur la sobriété foncière. La loi va l'aider, mais la dernière question sur les friches, tout ça, elle est encore entière. Il faut continuer à se la poser parce qu'on a vraiment besoin de garder le maximum de nos surfaces en production. Et la renaturation, c'est vraiment une très bonne chose dans la mesure de la biodiversité et de l'environnement. Par contre, sur la renaturisation du camping, je ne suis pas sûr qu'on puisse produire grand-chose. Donc, ça a un intérêt, mais il faut garder vraiment l'idée d'avoir... On a besoin de terres productives. Ça, c'est deux choses qu'il faut mener en parallèle. Merci. Alors, faut-il vraiment tout relocaliser? Faut-il renoncer à certaines activités? Que faire des friches, etc. Effectivement, Guillemette nous a invités à y réfléchir. On va prendre une vingtaine de minutes pour y réfléchir avec un café. C'est ça, on a des rafraîchissements au rez-de-chaussée. On se retrouve... Si vous permettez, juste parce que sur la dernière intervention, je crois qu'il y a... Pardon, monsieur de Cogny, oui. Oui, sur la dernière intervention, je pense qu'il y a aussi une dimension qu'il faut prendre en considération. Bien entendu, les terrains agricoles doivent être préservés. Je suis dans une commune rurale et littorale. En revanche, quand on parle de dimension économique, il faut aussi voir quelle est la dimension économique qui est attachée aux terres agricoles et aux risques que certains procédés pourraient avoir sur l'environnement. Beaucoup de nos terres agricoles à proximité sont utilisées principalement en herbage et il est hors de question, par exemple, notamment quand on est à proximité de la Sanne, de la mer, etc., qu'il y ait une utilisation abusive d'engrais pour permettre effectivement une exploitation agricole d'une autre nature. Dans ce cas-là, l'équilibre économique entre un herbage versus une habitation sur un herbage, versus un territoire utilisé pour faire des céréales, peut se poser. Donc c'est là où on revoit d'ailleurs et toute la discussion qu'on a eue autour du SRADET, du SCOT, etc. Je pense qu'on aurait dû l'avoir, Jean-François, en cauchois. Je pense que nos amis anglais l'auraient probablement mieux compris. Le cauchois étant la langue du pays de Caux. Y a-tu mais sur cette dimension-là, il faut vraiment intégrer la dimension locale, et c'est effectivement la problématique de la loi, qui est une loi nationale et qui ne prenait pas vraiment en considération la dimension locale. Dieu merci, les réflexions qui sont menées actuellement autour de, encore un nouveau sigle, les PPA, les plans de prévention, partenarial d'aménagement, permet peut-être de travailler au niveau local de façon plus fine. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire avec mon collègue de Quiberville. Une agriculture, mais laquelle? C'est une strate de plus pour nos 20 minutes de réflexion.